L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. État d'urgence dans le nord du Sinaï, en Égypte, quelques heures après un attentat qui a coûté la vie à 30 soldats près de la frontière avec la bande de Gaza. Fin des campagnes en Tunisie, officiellement aucun candidat n'a le droit de s'exprimer. Le vote aura lieu demain dimanche, mais ces législatives ne semblent pas susciter l'engouement des Tunisiens. Et le ministère malien de la Santé qui confirme le décès de la première malade du virus Ebola dans le pays. La fillette de 2 ans avait été décélée jeudi à Kaï, dans l'ouest du pays. Voilà pour le sommaire. L'actualité reste donc dominée au Mali par la mort de la fillette atteinte d'Ebola, première victime du pays. On va y revenir bien sûr, mais avant, voyons d'abord cette affaire qui prend une tournure judiciaire. Les avocats de la société GIO Sarl ont animé vendredi un point de presse à Bamako. Objectif, apporter des éclaircissements sur le contrat d'équipement de l'armée malienne, un contrat entre l'État du Mali et la société en question. Des détails avec Djibrila Maïga et Cheikh Tidiane Koulibaly. La société Giostar est une des filiales des établissements Amadou Beiba Kouman, spécialisée depuis 1997 dans la fourniture et la livraison de matériel en tout genre au ministère de la Défense du Mali, donc un partenaire historique. Cette conférence de presse a été organisée pour répondre à cette interrogation: qu'est-ce qui n'a pas marché entre Giostar et l'État malien à propos du contrat d'équipement de l'armée malienne? Beaucoup de pays, beaucoup d'États dans lesquels le secret défense n'est pas un secret de polichinelle. Beaucoup d'États donc sollicitent la société Giostar. Le même type de matériel, le même type de prestations. Le marché de Giostar a été financé dans les règles de l'art, selon l'un des avocats de la société, Maître Kassoum Tapo, avant d'ajouter que la Cour suprême du Mali n'a pas demandé l'annulation de ce marché. Et je peux m'autoriser à parler du rapport de la Cour suprême parce que lui, il a été rendu dans les règles de l'art et a été rendu public dans les règles de l'art. Et c'est conformément aux conclusions de ce rapport qui a recommandé de payer Giostar. Le contrat Giostar n'est pas annulé. La Cour n'a jamais demandé nulle part l'annulation de ce contrat. Bien au contraire. Et quand on en vient au cas FMI, le FMI n'a aucun diktat à nous faire. Ce qu'il nous demande, c'est de respecter nos propres procédures. Et le collectif budgétaire, ça existe. Ce n'est pas un crime que de prendre un engagement au nom de l'État sur 2-3 ans. Parce qu'au moment où elle présente le budget d'une année, il y a déjà des projections sur l'année suivante et l'année d'après. Les procédures ont-elles été respectées? Ces équipements ont été fournis à la date d'aujourd'hui pour ce qui concerne les équipements HCA à presque 100%. Une équivoque qu'il est important de lever, selon les avocats, concernant les violations de la procédure. La nuance, c'est que le marché n'est pas annulé, mais la garantie l'est. Ce contrat s'élève à 69 milliards de francs CFA, dont 40 sécurisés en crédit documentaire. 400 conteneurs de 40 pieds ont été livrés et les marchés ont été signés le 13 novembre 2013. Venons-en maintenant à la fièvre Ebola qui continue son ravage dans le monde. Le cap de 4000 décès a été franchi selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le Mali vient d'enregistrer le décès de la première malade du virus Ebola du pays. La fillette de 2 ans avait été décélée jeudi à Kaï dans l'ouest du pays, puis confirmée vendredi par le ministère malien de la Santé. Première infection d'Ebola et premier décès, malgré les soins délivrés dans cet hôpital de Kaï, à l'ouest du Mali. Après la mort de la fillette de 2 ans, tous les efforts portent sur les personnes entrées en contact avec elle depuis son départ du sud de la Guinée voisine en compagnie de sa grand-mère. Plus d'une 50aine de personnes placées en isolement, dont une dizaine dans la capitale.
Un seul mot d'ordre, ne pas céder à la panique. Les gens se méfient et les autorités ont même lancé un appel demandant aux gens de ne pas se donner de la main, d'éviter les accolades. Ensuite, les élèves ont été libérés le vendredi pour éviter que la maladie ne se propage. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du cas malien, car la fillette aurait présenté des symptômes dès son voyage, rendant la contagion possible, y compris lors de son passage à Bamako. Une affirmation démentie par les autorités maliennes qui renforcent néanmoins leur dispositif, annonçant la désinfection des lieux de résidence et du car emprunté par la fillette, des mesures de prévention applicables aux transporteurs, mais aussi une meilleure prise en charge et l'envoi de matériel et de personnel. Dans cet hôpital de Bamako, un exercice est conduit par l'OMS. Aujourd'hui, ils ont fait une simulation de malade parmi eux-mêmes. Et donc le malade est rentré par la porte principale des services d'urgence à travers avec une ambulance. Ça aurait pu être un taxi, le malade aurait pu marcher et venir. L'OMS et l'ONG Médecins sans frontières ont dépêché des équipes au Mali, en plus de l'envoi d'1 tonne d'équipements de santé, dont des kits complets de protection. Aux États-Unis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les 2 infirmières du Texas infectées par le virus sont guéries. Et l'une d'elles a même été reçue par le président américain que vous voyez sur ces images. Le président américain qui l'a serré dans ses bras et appelle les Américains à ne pas céder à la peur. La maladie, a-t-il dit, ne se transmet pas facilement et nous pouvons la vaincre, a conclu le président américain. L'Égypte a décrété vendredi un état d'urgence de 3 mois dans le Sinaï, quelques heures après un attentat meurtrier qui a coûté la vie à 30 soldats. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière visant les forces de l'ordre depuis que l'armée a destitué en juillet 2013 le président islamiste Mohamed Morsi. Les corps des soldats tués ont été remis à leurs familles au Caire. À l'extérieur de l'hôpital militaire, les proches pleurent et certains profitent de l'émotion pour envoyer un message au président. C'est injuste, nos enfants se font tuer. Tous les jours nous enterrons des martyrs. Je demande à notre président de gérer cette fermeté. Nous le soutenons, nous sommes derrière lui. Le président Al-Sisi est confronté à une situation sécuritaire catastrophique au Sinaï. Depuis la révolution en 2011 et encore plus depuis la chute de Mohamed Morsi et des frères musulmans en juillet 2013, la région semble échapper à tout contrôle. Le Sinaï abrite des trafiquants d'armes, de personnes ou de drogue et servirait aussi de refuge à quelques 3000 djihadistes qui continuent de défier le Caire. Vendredi, une attaque spectaculaire lancée sur un checkpoint a fait une trentaine de morts parmi les soldats égyptiens. Une voiture piégée, des tirs de lance-roquettes et des bombes placées sur la route pour empêcher l'arrivée des secours. Pour qu'une telle opération ait pu être effectuée, elle a forcément nécessité des fonds étrangers. Tout cela a pour but de briser l'Égypte et la volonté de son armée, qui est la colonne vertébrale de ce pays. En réaction à l'attentat, le Caire a décidé de fermer le passage de Rafah, la seule porte de sortie non israélienne de Gaza. Égyptiens et Israéliens accusent souvent le Hamas au pouvoir à Gaza de soutenir les groupes armés dans le Sinaï par solidarité avec leurs alliés déchus, les frères musulmans. Fin des campagnes en Tunisie officiellement. Aucun candidat n'a le droit de s'exprimer avant le vote demain dimanche. Il s'agit des 2e législatives depuis la révolution, mais ce scrutin ne semble pas susciter l'engouement des Tunisiens. De la diaspora se pressent pour voter. Seulement, dans chaque bureau, ils sont plusieurs dizaines à être refoulés. Certains découvrent qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes, même s'ils ont voté en 2011. D'autres sont rattachés à des bureaux à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de Paris. J'ai vu toutes les démarches sur Internet, j'ai choisi mon bureau de vote à Paris. Je vis à Paris depuis plusieurs années et je découvre hier que je dois aller voter à Troyes. La ville de Troyes. Je n'ai aucun rapport avec la ville de Troyes. J'ai découvert il y a une semaine que j'étais plutôt rattachée à un bureau de vote au Koweït, donc dans le Moyen-Orient. J'ai aucun rapport avec le Moyen-Orient. J'ai toujours été résidente en France, enfin depuis 10 ans. Et ils me disent juste, il faut porter plainte, sauf qu'à quoi ça sert de porter plainte ? Je n'avais pas mon droit de vote. Un casse-tête pour le responsable de la circonscription qui gère les listes électorales. Si le vote se fait de façon traditionnelle avec des registres et des bulletins en papier, l'inscription, elle, s'est faite sur Internet. Et là, les profils ne sont pas tout à fait sécurisés. Pour changer l'adresse et le bureau de vote d'un électeur, il suffit de connaître son numéro de passeport ou de carte d'identité. Un système qui facilite la fraude. Et une fois le changement effectué, il n'y a aucun recours pour les plaignants.
Ils pourront voter dans le centre de vote où ils sont inscrits. C'est leur droit et c'est la loi. Donc au Koweït, par exemple? Au Koweït, la personne va au Koweït pour voter. Je veux dire, elle n'est pas une personne qui a demandé à s'enregistrer au Koweït. On n'y peut rien. C'est elle qui a demandé. Seulement voilà, les électeurs, eux, affirment n'avoir rien demandé. Le scrutin a à peine démarré qu'il provoque déjà des suspicions. Les bureaux de vote en Tunisie ouvrent leurs portes dimanche. Les dernières élections en Ukraine ont eu lieu en 2012. Entre-temps, l'ancien président Yanukovych a été chassé du pouvoir. La Crimée, annexée par la Russie, et la guerre à l'est du pays a fait plus de 3700 morts. Les Ukrainiens sont donc appelés demain à renouveler leur Parlement. Des mesures de sécurité autour des bureaux de vote renforcées. Le futur Parlement devrait être dominé par une majorité pro-occidentale. On en parle moins, mais il y a aussi des élections. Demain dimanche en Uruguay, la constitution du pays empêche l'actuel président de briguer un second mandat, mais quel que soit son successeur, Pepe Mujica, comme le surnomment les Uruguayens, laissera à son pays un héritage politique globalement positif. C'est dans cette petite ferme, loin du tumulte de Montevideo, que vit en toute simplicité José Mujica. Arrivé au pouvoir en 2010, Pepe, comme on le surnomme ici, roule dans une vieille voiture et reverse 90% de son salaire à des œuvres caritatives, ce qui lui a valu le titre de président le plus pauvre du monde. Je vis bien, je ne veux pas me compliquer la vie, c'est tout. Je ne fais pas une apologie de la pauvreté et je ne dis pas que le monde doit revenir à l'époque des cavernes, pas du tout. Mais je suis contre la frivolité et la bêtise. Cet ancien guerriero a passé 14 ans de sa vie en prison jusqu'à la fin de la dictature militaire. Une fois au pouvoir, il légalise l'avortement et le mariage homosexuel, mais il est surtout connu pour avoir dépénalisé le cannabis. Si je dis non et que j'en fais un mystère, c'est sûr que les jeunes iront essayer. Parce que tout ce qui est interdit est attirant. S'il a fait de son petit pays de 3 millions d'habitants un véritable laboratoire social, de plus en plus d'Uruguayens pensent que Mujica est allé trop vite, trop loin, et l'opposition conservatrice surfe sur ce mécontentement. Le problème de Mujica, c'est qu'il a promis trop de choses qu'il n'a pas pu accomplir. Si l'on revient sur ses 5 années de pouvoir, on pourrait dire qu'il n'a pas fait grand-chose, voire rien. À presque 80 ans, Pepe a déjà d'autres projets, comme transformer sa petite ferme en école pour les enfants de la campagne. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images avec Albertine Dotzi. Le Rwanda a suspendu temporairement tous les programmes radio en langue rwandaise de la BBC, le temps que l'autorité de régulation fasse une enquête sur les accusations de négation de génocide dont fait l'objet le service public audiovisuel britannique à la suite de la diffusion d'un documentaire controversé sur le génocide de 1994. Ce documentaire, intitulé « L'histoire du Rwanda jamais contée », qui attaque sévèrement le président Paul Kagame, avait provoqué un tollé au pays des mille collines. À Madagascar, la reprise économique tarde à venir malgré la fin de la crise politique. C'est ce que constatent les économistes du Bureau de la Banque mondiale à Antananarivo. Ils viennent de dresser un état des lieux de l'évolution économique récente. L'économie malgache est stable, mais a du mal à décoller. Au Nigeria, le 17 octobre, un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram, incluant la libération des 200 lycéennes enlevées il y a 6 mois, était annoncé par les autorités tchadiennes et nigérianes. Mais depuis, les attaques de la secte islamique se poursuivent dans le nord du Nigeria. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a estimé que la recrudescence des attaques des djihadistes dans le nord du Mali depuis 3 mois était liée à la montée en force du groupe État islamique en Irak et en Syrie. C'est un phénomène très à la mode et qui peut concerner tout le monde. Les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, en principe, ils servent à communiquer, mais ils peuvent aussi être un instrument de harcèlement. Rappelez-vous cette jeune fille canadienne de 17 ans, victime de harcèlement sexuel, d'humiliation et qui a fini par se suicider. Retour sur ces faits dans ce reportage. C'est une révolte contenue.
Une marche du souvenir sans parole, mais avec un visage qui s'affiche. Celui de Rithia Persons, 17 ans, violée en 2011 par 4 garçons au cours d'une soirée très arrosée. Très vite, une photo de son agression est mise en ligne sur les réseaux sociaux. Traquée, traitée de fille facile par ses camarades pendant 2 ans, cette lycéenne de la Nouvelle-Écosse a craqué dimanche dernier. Elle s'est pendue. L'annonce du suicide de la lycéenne a tout changé. Cette semaine, une pétition a mobilisé 60 000 personnes sur Internet pour la réouverture de l'enquête de police. Quoi qu'il en soit, la pression médiatique est de plus en plus forte. Le collectif Anonymous annonce même avoir retrouvé la trace des présumés violeurs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes tout à l'heure avec votre bulletin en anglais News of the Week à 20h30, Mission Impossible saison 5, à 21h30 Afrique Info, première partie, et à 22h15 votre feuilleton Saloni. Passez d'excellents moments en notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.